Aujourd'hui, je vais vous parler du microbiote intestinal, de quoi il se compose, quelles sont ses fonctions, comment peut-il varier au cours de la vie et par rapport à notre mode de vie et notre alimentation, et quelles sont les implications en termes de santé. Le microbiote fait référence à une communauté de micro-organismes qui occupent un site ou un habitat particulier. Il se compose tout principalement de bactéries, d'archées, mais également de champignons microscopiques et de virus. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur le microbiote intestinal qui est présent dans l'iléum de l'intestin grêle et le côlon. Sur ces photos de microscopie à fluorescence, vous pouvez observer les bactéries colorées en rouge, les cellules de notre organisme colorées en bleu, le mucus intestinal coloré en vert et l'épithélium en rose. Ce microbiote fait partie du microbiome. Donc le microbiome comprend en plus des micro-organismes les composés synthétisés par le microbiote et notre organisme. Dans notre organisme, on peut trouver 100 000 milliards de bactéries, soit 10 puissance 14, et le nombre de bactéries varie selon la localisation, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. On passe de 10 millions à 100 milliards de bactéries dans le côlon par exemple. D'un point de vue génétique, le nombre de gènes du microbiote est 150 fois plus important que celui du génome humain, comme on peut le voir sur cette comparaison imagée. La recherche dans ce domaine a énormément avancé grâce à l'arrivée du séquençage génétique à haut débit, qui a permis de gagner énormément de temps ainsi qu'également en termes de coûts. Sur ce graphique, on peut voir que séquencer un génome est passé de 10 millions de dollars à 1000 dollars environ aujourd'hui. Le premier séquençage du génome humain a pris 13 ans, entre 1990 et 2003, où a été publiée la séquence entière du génome humain, grâce à la technologie de Sanger. Le séquençage de ce génome humain avait coûté à l'époque 3 milliards de dollars pour séquencer environ 3 milliards de nucléotides. Alors comment on étudie la composition du microbiote intestinal ? On va en fait faire un prélèvement de vos fécales et analyser les bactéries qui sont dedans. Pour cela, on va utiliser des techniques de métagénomique. C'est un terme un peu barbare qui désigne le séquençage et l'analyse de l'ADN dans un milieu donné. Il existe deux grandes techniques de séquençage en métagénomique. La première technique porte sur le séquençage d'un gène cible. On va prendre le gène de l'ARN 16S puisqu'il est spécifique aux bactéries. On va donc identifier par des liens de parenté moléculaires des groupes de bactéries qui sont similaires à plus de 90% et ces groupes de bactéries qui se ressemblent formeront ce qu'on appelle des ETU, des unités taxonomiques opérationnelles. La deuxième méthode porte sur un séquençage global où on va fragmenter tous les ADN d'un échantillon. On va ensuite réassembler ces séquences pour retrouver le génome bactérien d'origine. Ces techniques permettent de connaître la composition du microbiote intestinal. Le microbiote, c'est comme une empreinte digitale. Il est unique à chacun, même si on retrouve des grands groupes de bactéries similaires pour tout le monde. Voici une figure qui représente l'arbre phylogénétique des grands groupes de bactéries qu'on retrouve dans le microbiote intestinal à partir d'un séquençage de l'ARN 16S. La plupart des bactéries du microbiote sont dites anaérobies, c'est-à-dire qu'elles vivent dans un milieu sans oxygène. On retrouve 3-4 embranchements dominants. Les bactériodétèses que vous pouvez voir en rouge, qui sont des bactéries gram-négatives en grande partie. Les firmicutes, ici en orange, qui sont des bactéries gram+, ainsi que des streptocoques, des lactobacilles par exemple, ainsi que d'autres groupes de bactéries qui sont moins présentes, mais qui jouent également un rôle important dans le microbiote. Ici, je vais me focaliser sur les bactéries. La composition du microbiote va également varier au cours de la vie. À la naissance, le nouveau-né est stérile, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bactéries. Ensuite, notre organisme va être colonisé par les bactéries. On a constaté que les bébés qui sont allaités présentent une plus grande diversité de bactéries par rapport aux bébés qui reçoivent des formulations infantiles. Le microbiote est un écosystème dynamique. Il va évoluer et s'enrichir et se diversifier au cours de la vie pour atteindre un pic maximum à l'âge adulte. Et ensuite, cette diversité va se réduire à la vieillesse. Sur ce diagramme, vous pouvez voir en couleur les proportions de grands groupes de bactéries qui varient au cours du temps ainsi qu'en fonction de l'état physiologique. Voici un arbre phylogénétique ainsi que des photos correspondant aux grands groupes de bactéries associés au microbiote intestinal d'un enfant en bonne santé. La composition du microbiote varie également selon la géographie de là où on habite. Voici une étude qui a évalué la composition du microbiote d'enfants aux États-Unis, au Malawi et de populations amérindiennes. Chaque point ici sur ce graphique est un échantillon. Et dans chaque échantillon, on a dénombré le nombre d'unités taxonomiques de bactéries. On constate que chez les enfants aux États-Unis, on a une moins grande diversité bactérienne que chez les enfants au Malawi ou de populations amérindiennes.
Ça pourrait être une conséquence de l'occidentalisation de notre mode de vie. La composition du microbiote est principalement influencée par notre alimentation, mais également notre mode de vie général, l'utilisation de médicaments, d'antibiotiques, notre état de santé. Et on a également une faible partie de variabilité du microbiote, environ 2%, qui est expliquée par des facteurs génétiques. On parle d'héritabilité. Je vais vous présenter une étude qui portait sur 2500 jumeaux au Royaume-Uni. L'intérêt d'utiliser des jumeaux est qu'ils ont exactement le même patrimoine génétique, c'est donc super utile pour évaluer l'impact de facteurs environnementaux, en particulier sur le microbiote. Cette étude a conclu que 20% de la diversité du microbiote est attribuable à des facteurs alimentaires. Donc comme je vous le disais, chaque individu a des compositions de microbiote intestinal différentes, mais on partage des grandes fonctions du microbiote qui ont été conservées au cours de l'évolution. Le principal rôle du microbiote est un rôle de protection de surface. Notre microbiote intestinal va empêcher la colonisation de nos cellules intestinales par des agents pathogènes. Cette protection se basera sur des rapports de compétition en termes de ressources, mais également en termes de fixation sur des récepteurs cellulaires par exemple. Notre microbiote peut également produire des facteurs antimicrobiens, comme les bactériocines. C'est des peptides microbiens produits par des bactéries lactiques, donc on peut retrouver dans les produits laitiers. Le microbiote participe également à la maturation des cellules épithéliales ainsi qu'à la maturation du système immunitaire. Il peut également effectuer des réactions de transformation de composés ainsi que la synthèse de certaines molécules comme certaines vitamines. Le microbiote intestinal peut également fermenter les amidons résistants et les fibres alimentaires. Ce sont en fait des sucres d'origine végétale que nous-mêmes on ne peut pas digérer parce qu'on n'a pas les enzymes pour le faire, mais les bactéries de notre intestin peuvent le faire. Cette fermentation des fibres et de l'amidon résistant donnera lieu à la production d'acides gras à courte chaîne. Parmi la production d'acides gras à courte chaîne, on retrouve le butyrate, le propionate et l'acétate. Les acides gras à courte chaîne sont intéressants pour la santé. Le butyrate est la principale source d'énergie de nos cellules du côlon. Il serait également impliqué dans la régulation de la glycémie. Le propionate est lui transféré au foie, où il régule également des réactions de métabolisme comme la néoglucogénèse, ainsi que les voies de signalisation de la satiété. L'acétate est l'acide gras à courte chaîne le plus abondant, et il est utilisé dans le métabolisme du cholestérol et de l'hypogénèse, donc de création de lipides. Il pourrait également jouer un rôle dans la régulation de l'appétit. Voici un schéma qui résume l'impact de différents facteurs alimentaires sur le microbiote et les conséquences en termes de santé. Je vous invite à mettre en pause la vidéo si vous voulez lire en détail ce schéma. Maintenant, je vais vous parler des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires qui peuvent influencer la composition du microbiote. Voici un essai clinique randomisé sur des sujets diabétiques qui ont reçu soit un régime riche en fibres alimentaires, avec les courbes en bleu, soit un régime contrôle en rouge. Ils ont découvert qu'un régime riche en fibres alimentaires favorisait la croissance de micro-organismes qui produisent ces acides gras à courte chaîne. Ce régime riche en fibres alimentaires était corrélé à des niveaux plus importants de production d'acide butyrique, donc le butyrate, ainsi que le peptide 1 glucagon, qui est une hormone intestinale qui réduit l'appétit. On avait également des baisses de niveau d'hémoglobine acétylée et une meilleure régulation de la glycémie associée à ce régime riche en fibres. D'où le fait qu'on conseille de consommer des aliments riches en fibres, donc tout ce qui est produits céréaliers complets par exemple. On a également des produits synthétisés par le microbiote qui sont associés négativement avec la santé, comme le triméthylamine. Le triméthylamine est synthétisé à partir de certains composés qu'on retrouve dans la viande. Ce triméthylamine peut être oxydé dans le foie, et ce triméthylamine oxydé est positivement associé avec un risque accru d'athérosclérose, donc d'avoir du gras dans les artères. Voici un tableau d'une revue systématique qui portait sur l'impact des graisses sur le microbiote humain. Et on peut voir que les graisses saturées et monoinsaturées impactaient négativement le microbiote en termes de diversité. Et pour les graisses polyinsaturées, on avait un impact neutre, donc pas d'effet. Il y a également d'autres études qui ont comparé la composition du microbiote de végétaliens versus des gens omnivores. Et il y avait des différences importantes en termes de métabolites, donc ce sont les substances produites, synthétisées par le microbiote intestinal, mais on n'avait pas de grande différence en termes de communauté bactérienne. Et cette étude n'avait pas étudié l'impact sur la santé de cette différence. Voici une autre étude qui a testé un régime sans gluten sur 4 semaines. Ils ont comparé ça avec des gens qui n'avaient pas suivi ce régime. Et les gens qui suivaient le régime sans gluten avaient une diversité moins importante de bactéries dans leur microbiote. Ça pourrait être expliqué par le fait de moins consommer de produits céréaliers complets, donc qui sont également riches en fibres et qui favorisent la diversité microbienne. Je vais maintenant vous parler des interactions
entre le microbiote intestinal et la survenue de l'obésité. Il y a eu de grandes études expérimentales sur ce sujet. Le microbiote intestinal semble jouer un rôle assez important dans la survenue et la progression de l'obésité. En 2004, une étude chez des souris a montré que le microbiote intestinal permet de réguler la capacité de stockage de l'énergie. Ils ont utilisé des souris dites axéniques, c'est des souris dépourvues de bactéries et de micro-organismes. L'introduction du microbiote chez ces souris axéniques a entraîné une augmentation de 40% de leur masse grasse. Le microbiote intestinal pourrait agir via les gènes FIAF, en activant la lipogénèse hépatique, ce qui favorise le stockage de la graisse. En 2016, dans le journal Nature, une étude similaire a montré que la transplantation d'un microbiote d'une souris obèse vers une souris non obèse axénique provoque une prise de poids importante. On a également constaté que chez l'homme, les personnes en surpoids obèses n'ont pas la même composition du microbiote que des personnes avec un poids sain. Les personnes obèses ont généralement une dysbiose caractérisée par une baisse de la diversité microbienne. Cette expérience de transplantation du microbiote a été répétée cette fois-ci avec le microbiote humain, donc d'un sujet humain soit obèse, soit en bonne santé. Et quand ils l'ont transféré chez des souris axéniques, celles qui ont reçu le microbiote d'un sujet obèse ont pris beaucoup plus de poids que les souris qui ont reçu le microbiote d'un sujet sain. Dans cette étude, ils ont également découvert que le genre Christensenella est plutôt rare chez les sujets obèses. Plus généralement, une faible diversité microbienne est observée chez des sujets atteints de maladies chroniques inflammatoires. La dysbiose correspond à un changement de composition du microbiote par rapport à un individu sain. Ce changement de composition du microbiote peut correspondre à une réduction de la diversité microbienne, mais également une augmentation de la présence d'agents microbiologiques pathogènes, le pathobionte, et également une réduction de diversité génique. Cet équilibre entre un microbiote sain et une dysbiose est influencé par notre mode de vie, tout particulièrement le régime alimentaire. On a constaté qu'une vie sédentaire, avec un régime alimentaire riche en graisses saturées et en protéines animales, fumer et consommer de l'alcool, entraînait un affaiblissement de la muqueuse intestinale, ainsi que la réduction de la diversité microbienne dans le microbiote et une inflammation à bas bruit, comme vous pouvez le voir sur ce schéma dans la situation à droite. L'utilisation d'antibiotiques peut également altérer le microbiote. En effet, les antibiotiques sont utilisés pour tuer les bactéries pathogènes, mais elles peuvent également tuer des bonnes bactéries du microbiote. Sur ce schéma, vous pouvez voir que pendant la période de traitement antibiotique, même de quelques jours, on a une réduction importante de la diversité microbienne intestinale, mais on a quand même une certaine résilience de notre microbiote intestinal. L'usage excessif d'antibiotiques peut donner lieu à des problèmes d'antibiorésistance. En fait, les bactéries vont devenir résistantes à certains traitements antibiotiques. L'antibiotique va créer une pression de sélection, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Donc on a par exemple la bactérie verte qui est résistante à l'antibiotique. Elle pourra par exemple faire un transfert de gènes de résistance vers une autre bactérie. On parle de transfert horizontaux de gènes vers la bactérie violette et qui va par exemple proliférer parce qu'elle est résistante au traitement. L'antibiorésistance est un problème majeur de santé publique. Un exemple connu de bactérie qui est résistante à plusieurs antibiotiques, c'est le staphylocoque doré. On parle de SARM pour Staphylococcus aureus multirésistante. Quand on n'a plus aucun antibiotique qui fonctionne, on parle d'impasse thérapeutique. Les premières bactéries résistantes sont apparues dès les années 70 et les bactéries hautement résistantes dans les années 2000. En France, environ 5500 décès sont liés à une infection bactérienne résistante. Si rien ne change, les maladies infectieuses bactériennes pourrait devenir une des premières causes de mortalité d'ici 2050. Les antibiotiques peuvent par exemple réduire notre protection de surface en tuant entre guillemets les bonnes bactéries, qui laissera la place à la colonisation de mauvaises bactéries pathogènes, par exemple Clostridium difficile. On sait qu'on a pas mal d'infections qui sont causées par cette bactérie opportuniste qui cause des diarrhées. Et certaines personnes sont touchées par des infections régulières chroniques de Clostridium difficile et on sait qu'on peut traiter ce type d'infection en faisant une transplantation du microbiote. On va transférer un microbiote sain pour apporter des bonnes bactéries. Donc dans cette vidéo introductive, je vous ai donné quelques exemples d'interactions entre le microbiote et l'obésité ou des infections à Clostridium difficile, mais il y a également plein d'autres interactions entre le microbiote intestinal en termes de diversité, composition, mais également de substances créées par le microbiote
et des pathologies chroniques. Ce sont principalement les maladies inflammatoires qui sont étudiées par rapport au microbiote, mais il est vraisemblablement impliqué dans d'autres pathologies. C'est un sujet de recherche qui est vraiment en expansion très rapide. Là, c'était tout simplement un peu une vidéo introductive sur la composition du microbiote et quels sont les facteurs qui peuvent influencer ce microbiote intestinal. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ma chaîne YouTube pour dire ce que vous souhaiteriez savoir en plus sur le microbiote intestinal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour vous abonner quand je sors une nouvelle vidéo. J'ai également une page Facebook où je publie régulièrement des informations scientifiques ainsi que sur mon compte Twitter. À bientôt.